Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine avec notre nouveau décor studio. D'ailleurs, on remercie notre partenaire, l'ANEP, qui nous a aidé, qui a sponsorisé ce studio, qui est là pour vous accueillir maintenant chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Je vous donne sommairement le programme de ce Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser d'abord, puisque nous sommes au mois de novembre, c'est le 4 novembre, donc nous allons nous intéresser au Novembre bleu qui est dédié à la sensibilisation pour lutter contre le cancer de la prostate et les maladies masculines. On en parlera avec le professeur Riyad Sayoud, voilà. Et en deuxième partie, nous allons revenir sur un événement qui était très intéressant à Constantine. C'est justement le salon de la photographie. Alors la photographie qui s'est intéressée cette fois-ci avec la particularité de célébrer le 1er novembre 1954, date de déclenchement de la révolution algérienne. Donc il y avait beaucoup de photographes et deux membres du jury que sont Hassan Chorfi et Abdeslam Yekhlef viendront nous parler bien de cet art qui est toujours là malgré la concurrence du numérique. On en parlera tout à l'heure et en fin d'émission, nous irons faire un petit tour, allez, pas très loin, juste à El Gueran, nous recevrons un poète, un écrivain, un romancier, qui viendra nous parler de sa dernière production littéraire, qui est un roman qu'il a appelé De Mila à Meliana. On va essayer de voir ce qu'il veut dire et ce qu'il nous raconte à travers cette histoire. C'est un peu pour nous, à partir de Constantine, de faire un petit coucou au Salon international du livre d'Alger. Voilà, le programme est là. Nous n'allons pas déroger à notre règle d'aller vers la ville de Constantine et se balader sur la belle voix de Mohamed Al-Fergani qui nous chante à sa façon. Et toujours cette partie d'El Bourri est indémodable et nous la repassons à chaque fois. Je vous invite à voyager un peu sur les airs de Constantine. وصلت لمدينة الهواء قلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلام اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلابي خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, très belles images de Constantine que l'on découvre à chaque fois avec beaucoup de beauté, beaucoup de nostalgie. On en parlait avec le professeur Sayoud Riyad, qui est urologue, professeur en urologie, et qui va aujourd'hui nous faire le plaisir de revenir sur cette campagne qui est consacrée
au dépistage, mais aussi à la sensibilisation des maladies masculines. Bonjour docteur d'abord. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne, de la chaîne 3. C'est Canal Algérie. Canal Algérie. Canal Algérie. Voilà, alors d'abord, merci d'avoir fait le déplacement pour nous parler de ce sujet qui, à chaque mois de novembre, on le remet, on le met en évidence. Pourquoi? Parce que c'est le mois dédié. Alors, pourquoi dédier un mois au dépistage des maladies masculines? Donc le dépistage, il est annuel. Et pour parler de dépistage, d'abord, il faut parler de la maladie. Pourquoi? Parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer très fréquent chez l'homme. Il occupe, on peut dire, c'est le 3e cancer de l'homme. Et c'est un cancer qui a également un taux de mortalité élevé. Donc, plutôt diagnostiqué, mieux traité. Donc nous, dans notre vie quotidienne professionnelle, on diagnostique le cancer de la prostate tous les jours. Mais souvent, très souvent, ce sont des patients déjà qui viennent se plaindre parce qu'ils ont une symptomatologie, ils ont une plainte. D'accord. Donc pour le mois de novembre, donc on a voulu sensibiliser le grand public. Il ne faut pas attendre des symptômes, il ne faut pas attendre une souffrance pour venir, on fait dire, se faire examiner. Il ne faut pas laisser à la dernière minute. Voilà. Donc on voulait, durant cette période, passer le message au grand public et ouvrir les portes à tous les citoyens pour venir se faire examiner, également prendre connaissance de la gravité de cette pathologie. Alors même si on n'a pas de symptômes, oui, même si nous n'avons rien, mais il y a un âge où il faut aller voir le médecin. Absolument. Donc à partir de 50 ans, il serait bien que chaque homme se fait examiner au moins une fois par an. Il se rend chez un médecin généraliste ou médecin spécialiste urologue, et pour faire une consultation. Ça coûte pas. Ça coûte rien du tout. Rien du tout, une fois par an. C'est bien. Pour également rechercher une éventuelle pathologie. Il n'y a pas que le cancer de la prostate, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas que le cancer de la prostate, mais on s'intéresse d'abord parce que c'est le plus fréquent chez l'homme. Oui. À partir de 50 ans, comme vous disiez. La campagne que vous lancez, bon, comme toutes les années, hein, mais cette année, ça va commencer dimanche prochain et ça va s'étaler pendant plusieurs jours, enfin deux semaines, je crois. Enfin, voilà. Les portes ouvertes, c'est des portes ouvertes, il faut dire. Voilà, c'est des portes ouvertes. Donc elle commence le 9, donc le dimanche prochain. Et puis elle sera étalée sur une semaine. Mais chez nous, on travaille dans le service d'urologie. À la clinique d'Arcy, les portes sont ouvertes toute l'année. Voilà, c'est pas seulement le 9. C'est pas uniquement parce qu'on a une consultation d'urologie tous les jours. Quotidiennement, on a des consultations d'urologie. Donc les portes sont ouvertes toute l'année. Très bien. Alors vous recevez des gens tout au long de l'année. Bon, la prostate, c'est pas seulement au mois de novembre, c'est tout au long de l'année. Mais bon, il faut dire aussi que grâce à ces campagnes de sensibilisation, vous avez beaucoup plus de monde qu'il y a par exemple une quinzaine d'années ou là, une dizaine d'années. Ça, c'est bien, je préfère. Absolument, grâce à ces campagnes et cette prise de conscience de la gravité, de l'existence de la maladie d'abord, de sa gravité. Donc, après ces différentes campagnes qu'on organise depuis des années déjà, bien sûr, en partenariat avec la presse, avec la télévision, avec les médias, les associations. Donc, on voit le nombre des personnes, des sujets qui ne sont pas encore malades, venir se faire examiner augmente. Et par conséquent aussi, on est en train, malheureusement, de dire que le nombre de patients augmente. C'est sûr, ça c'est évident. Oui. Plus s'il y a de patients qui viennent, plus vous avez de chances de trouver cette maladie. Cette maladie, absolument. Oui, je vous en prie. Et également, le nombre de malades qui bénéficient de traitements, ce qu'on appelle curatifs, des méthodes qui guérissent la maladie, aussi augmente. Donc c'est mieux. Parce que plus tôt diagnostiqué, mieux traité. Alors on vous dira, docteur, c'est vrai, quels sont les facteurs qui déclencheraient, comment se rendre compte, comment on doit être alerté, quels sont les facteurs qui favorisent la sortie de cette maladie. Voilà. Donc je dirais que d'abord, le cancer de la prostate, il peut être symptomatique, mais il peut rester muet pendant longtemps. Et le jour où il s'exprime, c'est un stade quand même, on peut dire, avancé.
Il s'exprime, c'est-à-dire avancé. Il s'exprime avec des symptômes qui évoquent la migration déjà des cellules cancéreuses vers d'autres sites en dehors de la prostate. Et ça, c'est ce qu'on appelle les stades avancés de la maladie. Mais il peut également, il peut s'exprimer par des symptômes, on peut dire simples, comme des symptômes urinaires simples, un patient qui se lève beaucoup le soir, un patient qui observe une petite gêne mictionnelle. Ce sont des symptômes, on peut dire, habituels. Habituel. On a des difficultés à uriner. Voilà. Pour ce qui est des facteurs de risque, donc d'abord, il y a les facteurs, il y a les cas qu'on appelle familiaux, donc le cancer familial. Il y a des gens qui ont des parents proches, premier degré ou deuxième degré, qui ont déjà présenté avant un cancer de la prostate. Ça, c'est un facteur de risque pour les gens. Donc, c'est ces personnes-là qui ont des parents atteints de cancer de la prostate. Donc, ils ont un risque plus élevé que d'autres. Il faut s'inquiéter. Voilà, il faut s'inquiéter. Et ces patients-là doivent se faire examiner. Et pour ces patients, d'habitude, nous, on parle de dépistage, enfin du diagnostic précoce à partir de 50 ans. Pour ces patients-là, on réduit encore l'âge, on descend vers 45 ans. D'accord. Parce qu'il y a un terrain familial. Et les cas familiaux, actuellement, sont estimés à hauteur de 20% des cas de cancer de la prostate. Ils ont un caractère familial, on peut dire héréditaire, quoi. Pour les autres facteurs de risque, propres au cancer de la prostate, il n'y en a pas, mais quand même, il y a des facteurs de risque, comme à tous les cancers, beaucoup de maladies, notamment la consommation excessive d'alcool, le tabac. Le tabac, on y reviendra après. Oui, la sédentarité, les gens qui font pas d'activité, un régime alimentaire, il y a plus de sucre, plus de gras. Donc ça aussi constitue, on peut dire, des facteurs de risque. De stress aussi. De stress, bien sûr, le stress. Donc il faut avoir une hygiène de vie, une vie active et un régime alimentaire équilibré pour réduire un peu ce facteur de risque. Ça, c'est un comportement, on va dire, toutes les maladies sont peut-être concernées par nous. C'est-à-dire, si on doit éviter les maladies chroniques, les cancers, c'est bien vivre, faire du sport, manger sainement et surtout éviter le stress. Mais tout ça, c'est le quotidien de tous les êtres humains, on va dire, même pas voilà. C'est tout le monde qui est concerné. Oui, si on est concerné, donc on doit s'organiser pour organiser notre vie. Ouais. C'est clair. Parce qu'on a le fast-food, on a les obligations professionnelles, le manque de temps, le stress au quotidien. C'est ce qui accentue peut-être et qui favorise l'éclosion de cette maladie. Certainement, je suis tout à fait d'accord. Mais ceci, ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras et on doit se laisser faire. Il doit s'organiser, quand même éviter la consommation d'alcool et éviter le tabac. Ce sont quand même des choses possibles. Oui, alors surtout le tabac, qui est fréquent chez les jeunes, et puis surtout que vous êtes urologue, donc on va rester toujours dans la même spécialité, le cancer de la vessie, où je sais que et ça touche encore plus, ça touche plus les jeunes puisqu'il y a le tabac. Oui, malheureusement, le tabac, c'est un facteur commun, nous, en urologie, à deux cancers. Donc, en premier lieu, c'est la vessie, parce que c'est le premier facteur incriminé dans le cancer de la vessie. Les gens ne comprennent pas quand on dit le tabac et la vessie. En général, on pense directement au poumon. Oui, mais ils ont deux cancers. Le tabac, c'est un facteur pour deux cancers, enfin pour beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Mais pour les cancers, les deux cancers principaux, c'est le poumon et la vessie. Et la vessie, elle touche des sujets encore plus jeunes, avec des conséquences quand même néfastes. Désastreuses. Désastreuses. On a vu des cas. Comparativement à la prostate. Oui. La prostate, c'était pratiquement une maladie bénigne par rapport au cancer. C'est pour ça que ce mois est dédié aux maladies masculines. Ça fait partie de pratiquement, même si le cancer de la vessie peut toucher les femmes, mais attention, c'est le tabagisme qui est la principale cause, surtout. Ah oui, le tabac, il est commun à beaucoup de cancers. Donc c'est vrai, parce qu'on est en novembre bleu, on parle beaucoup plus du cancer de la prostate. Mais si on parle de maladies masculines de façon générale, le cancer de la vessie, il est très très fréquent. C'est vrai, il arrive au deuxième rang après le cancer de la prostate en matière de fréquence. Mais les conséquences sur la santé de l'homme et sur le système de santé sont des conséquences. Et la famille de façon générale est vraiment désastreuse. Parce qu'on le voit chez des sujets plus jeunes, en pleine activité. Et malgré les progrès thérapeutiques, l'impact de cette maladie sur la vie de la personne et la vie de son entourage, il est souvent
On va dire que Lourd. c'est un désastre, c'est un une désastre. catastrophe. Et c'est pour ça que nous, on va dire peut-être qu'on est alarmiste, mais arrêtez de fumer. Parce que c'est pas seulement une mort pratiquement, je ne sais pas, accélérée, mais on est en train de détruire le corps. Parce que bon, la mort, elle est là, elle viendra un jour ou l'autre, mais c'est qu'on va vivre avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup enfin, je sais pas, beaucoup de mauvaises conséquences, c'est ça. L'amour, c'est un droit. C'est le droit. Donc, mais ceci dit, le temps qu'on doit vivre, on doit le vivre avec une qualité meilleure. Il ne faut pas altérer la qualité de notre vie. Oui. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Donc, d'abord, on ne sait pas quand est-ce. On ne sait pas. Personne ne saura. Et deuxièmement, on ne doit pas détruire notre vie. Bien sûr. On doit prendre les dispositions nécessaires, suivre les consignes, se faire soigner, éviter les risques pour vivre avec une qualité meilleure et acceptable. Alors, pour revenir au Novembre Bleu, puisque c'est vrai que c'est le mois dédié à la campagne de sensibilisation, il y a aussi ce qui est un peu, le sujet est un peu tabou chez les hommes. Absolument. Il faut casser les tabous, il faut pas avoir peur d'aller. Absolument. Donc, on doit dire que le cancer de la prostate, c'est une maladie, comme toutes les maladies. C'est ça comme ça qu'on doit passer. Donc, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas avoir honte non plus. Certainement, c'est un sujet plus ou moins tabou parce que quand on parle de la prostate, on parle d'un organe qui fait partie du système de la virilité de l'homme. On s'adresse direct à la virilité de l'homme. Donc, il ne faut pas avoir honte. C'est une maladie comme les autres. Elle est facile. Ce qui est bien, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est un cancer qui est facile à diagnostiquer. Le diagnostic, il est facile. Et lorsqu'on est précocement diagnostiqué, tôt, on bénéficie, il est bien traité. Quand on dit bien traité vraiment avec une survie à long terme formidable. Un taux, par exemple, de guérison Le taux de guérison dans les formes localisées, on peut dire à 5 ans, on peut dire autour de 98% jusqu'à 100%. Et on peut vivre dans les formes localisées. On peut vivre, si on c'est-à-dire diagnostiqué, stade localisé, et bien traité, convenablement, le patient on peut survivre à 10 ans sans récidive jusqu'à 15 ans. Donc il n'y a aucun risque. C'est très bien. Il a une survie longue. On peut survivre longtemps sans risque de récidive. Donc il faut vraiment s'y prendre très tôt parce que c'est important. C'est du moment que la guérison est un taux pratiquement de 100%, 98%. C'est presque. Et rares sont les maladies qui sont très rares. C'est parmi les cancers qui se traitent très bien, effectivement. Mais la condition, c'est le stade de la maladie. Ça, c'est primordial. Il faut le diagnostiquer tôt et puis l'opérer correctement, enfin le traiter correctement. Et le malade, il continue son suivi aussi correctement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un suivi avec les... il doit être soumis à un suivi régulier tant qu'il est en vie. D'accord. C'est ne pas s'arrêter de... il ne faut pas s'arrêter au mois, parce qu'il y a un calendrier de surveillance chez le malade traité qu'on doit l'établir. Le malade opéré, il a un calendrier, celui qui est sous d'autres méthodes thérapeutiques, il a un autre calendrier. Et le malade, il peut vivre le plus longtemps possible. Peut-être, je dirais le plus longtemps, parce qu'un malade opéré d'un cancer de la prostate bien suivi, peut-être il mourra d'autre chose que de son cancer. Mais pas de la prostate. Pas de la prostate, pas de son cancer. Alors, docteur, et les moyens thérapeutiques, ils ont dû sûrement évoluer avec le temps. Absolument. Dieu merci, les moyens thérapeutiques ont bien évolué. Donc, bien sûr, il y a les méthodes classiques qui sont la chirurgie également, et la radiothérapie aussi qui a beaucoup bénéficié des progrès techniques. Donc classique, mais depuis, comme on dit récemment, c'est-à-dire les dernières décennies, les dernières années, on a vu également apparaître ce qu'on appelle l'hormonothérapie de nouvelle génération, l'immunotherapie. Donc les moyens thérapeutiques sont disponibles et sont des moyens aussi efficaces et qui donnent de très bons résultats. Il suffit de se présenter et même pour la chirurgie, même les méthodes de chirurgie ont évolué. Avec les nouvelles méthodes, je pense qu'avec l'endoscopie, c'est beaucoup plus... mais je ne sais pas si on fait ça pour la prostate. Non, moi, je ne suis pas chirurgien. L'endoscopie, on fait, mais pas pour le cancer. Pour la prostate, mais pas pour le cancer, pour autre chose. Ouais, mais la chirurgie, le principe, c'est le même. C'est constitué à enlever la glande malade, l'organe malade. La technique, elle est connue, elle est bien standardisée. Elle est pratiquée par beaucoup de chirurgiens, on peut dire l'ensemble des urologues. Nous, au niveau de notre établissement,
On fait pratiquement, c'est une chirurgie quotidienne Oui, le cancer de la prostate. et puis, Et nous, on traite le cancer de la prostate on le prend en charge en fait, en collaboration avec nos collègues d'oncologie, de l'oncologie et de la radiothérapie. Et les malades il faut dire, sont bien pris en charge. Il y a tout ce qu'il faut pour le traitement. on va dire qu'à la limite, c'est devenu pratiquement automatique chez vous. C'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement au niveau de la clinique rénale de Darcé, comme toutes je pense, les services dédiés à l'urologie. Je pense que c'est à force d'avoir ces cas, vous maîtrisez. C'est une technique maîtrisée, quotidiennement pratiquée. Voilà. Donc, avec des résultats excellents. Seulement, ce qui manque, on doit continuer la sensibilisation. Les patients doivent se faire examiner parce que au stade précoce de la maladie, ils peuvent bénéficier de toutes les méthodes thérapeutiques, d'une thérapie curative. Oui. Et surtout bénéficier des avancées, parce qu'il faut dire que le monde de la médecine évolue, les moyens évoluent, les méthodes évoluent, et le patient est nettement mieux pris en charge qu'avant avec ces méthodes. Alors, la sensibilisation, c'est seulement, on va essayer de rassurer les gens, parce qu'ils vont avoir, vous savez, on disait, le sujet est un peu tabou, mais ça commence d'abord par une petite prise de sang, d'abord. C'est une PSA, oui, c'est très simple. C'est très simple. Parce que nous, au niveau de notre établissement, cet examen est disponible. On le fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il est disponible. On fait un prélèvement de sang. Si le test revient, on peut dire, il y a un certain taux, un certain seuil. Si on peut dire positif, pour ne pas dire le seuil, bien sûr, on fait l'examen clinique. Quoique l'examen clinique, on le fait systématiquement avec PSA, mais on fait l'examen clinique. Et si on trouve qu'il y a un doute sur la présence de cancer, bien sûr, on continue les explorations. On demande l'imagerie médicale et on peut aller jusqu'à la biopsie. Si le doute encore persiste plus fort, on doit aller vers ce qu'on appelle la biopsie de la prostate pour rechercher des cellules cancéreuses au niveau de la prostate. Et de là, ensuite, on commence la prise en charge, en fait, le traitement. Mais sinon, les portes, comme vous le disiez, les portes sont ouvertes. Pas seulement à la clinique rénale de Darcé, mais c'est un peu partout à travers le territoire national. Oui. Dans n'importe quel service d'urologie, vous pouvez aller vous faire consulter. Donc, il n'y a pas forcément le service d'urologie parce que ça, on peut aller chez le médecin généraliste. Même chez le médecin généraliste, il peut demander, va faire un examen clinique, demander ce qu'on appelle un taux de PSA, donc un prélèvement de sang. C'est un peu pour rechercher la présence de cet antigène au niveau du sang. Donc, c'est un examen simple. Une fois par an, c'est pas grave. Et ce n'est pas vraiment astreignant, notamment surtout à partir de l'âge de 50 ans, c'est pour tous les hommes, ou bien enfin pour les gens qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate, généralement on descend jusqu'à 45 ans. Vous disiez antécédents familiaux, donc quand il y a un terrain favorable. On parlait tout à l'heure avant juste l'émission, quand on a un cancer du sein dans la famille, on doit s'inquiéter. Ça veut dire qu'on est un terrain favorable. Absolument, parce qu'il y a une similitude génétique entre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Également, quand on a des parents de premier degré, notamment qui ont présenté le cancer du sein, quand même, on peut dire qu'il y a quelque part une prédisposition génétique dans la famille pour avoir... on fait également aussi un cancer de la prostate. Ben oui, bien sûr, même si le cancer du sein chez les hommes est très rare, mais il existe rarement. Mais si on a dans la famille un cancer, il vaut mieux aller se faire dépister. Faire ce qu'on appelle la consultation d'oncogénétique. C'est-à-dire rechercher une prédisposition génétique à faire un cancer oncogénétique. Très bien. Donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait encore dire plus pour convaincre ceux qui encore se retiennent, qui ont peur de venir chez vous? Moi, ce que je veux dire, Léon, le cancer de la prostate, c'est une maladie. Il faut d'abord l'admettre comme une maladie. Ce n'est pas une honte. C'est pas une honte. Ça, pour le grand public, les gens qui hésitent, attention, non, ce n'est pas une honte, c'est une maladie. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire examiner. Faire un bilan une fois par an, ce n'est pas astreignant. Et le bilan est simple, un prélèvement de sang. Nous, au niveau de notre service, on fait ce bilan-là régulièrement et il est gratuit. Durant ce mois-là, les portes
Non, c'est ouvert. important de souligner, il est gratuit. Il est gratuit. Il Au est niveau du gratuit. tarif, c'est gratuit. Voilà. À la clinique d'Axé, vous pouvez faire le PSA gratuitement. Il vient, il fait le prélèvement, au plus tard dans 15 minutes, il aura le résultat. C'est 15 minutes, c'est aussi rapide que ça. rapide, 15 minutes à 1 heure, à une demi-heure plutôt. C'est le temps, c'est... Ouais, bah, juste aller le temps de prendre un Parce que- café et de revenir. Parce Voilà. qu'on ne lance pas chaque prélèvement doit collecter 5 heures pour lancer l'appareil. C'est un petit peu ça. On doit attendre une demi-heure. non, bah, C'est pas. C'est comme une prise de sang pour la glycémie, La c'est même chose, c'est pratiquement la- automatique. Absolument, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire examiner, pas avoir honte, parce que lorsqu'on le diagnostique, précocement diagnostiquer ce cancer, il est mieux traité. Et on peut dire qu'il sera guéri. Parce que mieux traité, c'est un signe presque de guérison. Quand on voit, le malade, il peut survivre après le diagnostic. Oui, bien Jusqu'à 10 ans et 15 ans sans récidive, on est au stade de guérison. C'est Pratiquement, on parle de guérison. On parle de guérison. Donc, les gens, il ne faut pas hésiter. Et je tiens à vous rappeler que c'est un cancer. Pourquoi? Parce que c'est un cancer aussi très fréquent, il ne faut pas le net. C'est le 3e cancer de l'homme. 3e cancer de l'homme parmi tous les cancers qui touchent l'homme. Donc, il est très fréquent. Deuxièmement, c'est le premier cancer qui touche l'appareil urogénital chez l'homme. Et c'est un cancer qui également, lorsqu'il n'est pas bien traité, il est responsable d'une mortalité importante. Alors qu'il y a la solution. Le traiter précocement, le diagnostic précocement et traiter correctement, on peut avoir la guérison. Donc, Docteur, juste une précision. La chirurgie aussi, et on peut éviter la chirurgie si on s'y prend très tôt. la chirurgie, c'est une méthode thérapeutique. Et actuellement, la chirurgie, c'est le traitement standard. C'est le gold standard. C'est le traitement, c'est la méthode thérapeutique standard lorsque le cancer est localisé. Donc, il n'y a pas mieux que d'enlever la glande malade. Mais on peut aussi ne pas faire de la chirurgie, même localisée, et traiter par une radiothérapie. Pour les gens qui ne veulent pas se faire opérer, pour une raison ou une autre, ou bien pour les gens qui ne peuvent pas se faire opérer parce qu'ils ont un autre problème qui peut contre-indiquer la chirurgie. C'est ce que j'allais dire justement. Quand on a un problème de prostate, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Pas forcément. Voilà. Peut-être il faut expliquer Oui, cela. pas forcément. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne classique. On va chez tout le monde. Ah, mais je suis en arabe, il dit la prostate, Ouais. ça, donc, c'est pas la même chose. Oui. Au niveau de la prostate, c'est une petite glande, mais il peut y avoir une hypertrophie, une augmentation du volume, juste ce qu'on appelle une augmentation bénigne, donc ce n'est pas un cancer, comme il peut y avoir un cancer carrément au niveau de la prostate. Mais ce n'est pas parce qu'on a un problème de prostate que c'est un cancer. Ce n'est pas automatique. Pas forcément. Voilà, pas bon, forcément. on peut- L'hypertrophie bénigne, elle est beaucoup plus fréquente. C'est lié à l'âge, au vieillissement, à l'âge. C'est une On évolution va dire que c'est une évolution naturelle. naturelle. C'est une Voilà. évolution naturelle. Le cancer, c'est autre chose. C'est autre chose. Pour l'hypertrophie bénigne, effectivement, on peut faire le traitement endoscopique, comme on peut traiter par des médicaments. Le cancer, au stade, quand il est localisé, il est limité uniquement de la glande. On peut enlever la glande, faire de la chirurgie. C'est ce qu'on appelle le gold standard, c'est le traitement de référence, comme on peut faire également aussi de la radiothérapie uniquement. Au stade, lorsque il y a un stade avancé, il y a les autres méthodes, il y a l'hormonothérapie, la chimiothérapie, et il y a aussi les méthodes parfois combinées. Parfois, on peut faire de la chirurgie et de la radiothérapie en même temps. En même temps. Donc, il y a aussi cette méthode. On peut combiner les différentes méthodes pour donner une meilleure guérison. Très bien. Je voulais souligner ça parce que avoir des problèmes de prostate, ce n'est pas automatiquement un cancer. On peut guérir. Je sais qu'il y a beaucoup de maladies. Donc, mais ce qui est bien, c'est de s'y prendre très tôt et de venir chez vous. Vous avez une minute pour conclure et lancer un appel chez tous Donc, c'est à vous dire, le cancer de la prostate, c'est une maladie comme les autres. Précocement diagnostiqué, mieux traité. N'ayons pas peur, il faudrait se faire examiner et ne pas rater cette opportunité. Vous savez, votre sérénité me rassure. Vous êtes tellement serein, docteur, que on va tous venir chez vous pour se faire dépister. Non, on invite le grand public, à travers cette émission, on invite tous les hommes. Oui. Ici, on les informe que les portes de l'établissement, le HS d'Arcis sont ouvertes, que les portes du service sont ouvertes également. On vous invite à venir se faire examiner durant la semaine de la campagne ou au long de l'année. Tout au long de l'année, venez. Il y a un personnel compétent qui est rodé à cette mission qui vous attend.
Merci beaucoup, docteur, enfin plutôt professeur Saïd Riyad, urologue et surtout qui est très au fait de ce qui se passe, parce que vous êtes toujours concerné par cette campagne de sensibilisation. Chaque année, vous organisez ces portes ouvertes. Alors, profitez de cette occasion pour aller vous faire dépister. Docteur, merci. Mes amitiés à l'ensemble du personnel de Drssi qui est, on va dire, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est des gens qui sont très accueillants, qui sont professionnels et qui reçoivent tout le monde. Donc, voilà, comme le sujet est assez sérieux, mais le fait de se rendre et de se faire dépister précocement est un très bon facteur de guérison. Je pense que plus vous vous y prenez tôt, plus c'est mieux pour vous. Docteur, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Nous allons juste écouter, parce que nous sommes toujours dans le mois de novembre, et novembre c'est aussi le mois de la révolution algérienne. Nous allons bien sûr, on ne pouvait pas, moi je l'adore, cette chanson, elle me fait vibrer, elle me fait revenir en arrière. C'est Saléha.
toujours un plaisir d'écouter Saleha, de la réécouter, on s'en lasse pas. Et puis voilà, nous sommes dans le mois de novembre dédié à la révolution algérienne et justement, à cette occasion, s'est tenu un salon national de la photographie à Constantine pendant 3 jours. Avant-hier, c'était la clôture de ce salon. Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, les salons de la photographie, on en voit de moins en moins. Et ça, c'est malgré le développement de la photo. Alors, les gens qui étaient présents, je reçois 2 membres du jury, le président, Abdeslam Khalef Marhababik, merci d'être là. Et puis Hassan Chorfi, qui était membre aussi du jury. Voilà. Il y avait un jury, donc vous avez décerné des prix, vous avez honoré des gens. Alors, d'abord, le premier qui va me donner, voilà, Abdeslam, revenir un peu sur ce salon de la photographie qui s'est tenu à Constantine. Bonjour à tout le monde. Le salon s'insère dans les 70e, donc l'anniversaire de la révolution algérienne. Et juste pour rebondir sur l'idée il y a beaucoup de salons en Algérie. Malheureusement, il n'y a pas d'information, pas de communication. C'est le manque d'information. Il y a presque dans toutes les wilayas. Mais c'est des petits salons, donc les gens se contentent d'être un petit peu local, régional, pour ne pas avoir des problèmes de logistique, etc. Mais il y a tout un débat sur la photo et notamment, il y a beaucoup de jeunes qui exposent, qui voyagent, qui ont le temps donc de voyager, de faire les expositions, ils participent dans beaucoup et ce qui est bien peut-être, ce qui est positif dans ces rencontres, c'est toujours... il n'y a pas de conditions de participation, donc c'est ouvert, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de type de photos, donc photos prises par l'appareil photo, photos prises par le portable, etc. Photos nouvelles, photos anciennes, argentiques. Donc c'est ce qui crée cette dynamique, c'est merveilleux donc, pour donner la chance à tout le monde de participer. Donc Constantine, c'est la 3e édition donc, de son salon national et une participation. Il y a eu combien de participations? Il y a eu des gens qui sont venus d'un peu partout. 24 participants, mine de rien, ça représente un petit peu le territoire national, donc de Dissoumsil, Beskara, Sougharas, et ça crée une certaine dynamique. Ce qui est bien aussi, c'est l'idée de faire participer tout le monde, mais la condition sine qua non de cette rencontre, c'était les thématiques. Donc c'était par rapport à la révolution algérienne, à l'histoire. Et il y a un 3e volet, c'est plutôt pas une seule ou 2 photos, mais plutôt une collection de photos thématiques sur le même thème. Et donc on a eu beaucoup de participants, les 24 participants ont offert donc aux visiteurs une panoplie d'images merveilleuses. Certaines sont prises sur le vif, la rue, etc., la dynamique de la photo de rue, mais il y a certaines photos qui ont été staged, donc préparées par le photographe, donc des scènes de torture, d'humiliation des citoyens algériens par l'armée coloniale, etc. Et donc cette diversité a donné donc lieu à un petit débat entre les visiteurs de la galerie le Khalifa et les photographes qui ont eu la chance aussi de faire une petite visite à Constantine. Ils ont vu l'émir Abdelkader, les ponts, l'occasion peut-être de prendre aussi des photos, parce que un photographe, c'est comme je vous connais tous les deux, vous avez toujours un appareil photo quelque part, en bandoulière. Et en plus, j'ai toujours dit que ces rencontres, non seulement photographiques, mais toutes les rencontres, quelles qu'elles soient scientifiques, artistiques, etc., sont toujours un prétexte pour autre chose. Donc les photographes sont venus pour exposer, mais ils ont la chance donc de rencontrer des gens, de voir un petit peu la ville, de prendre des photos et de faire des découvertes donc humaines et physiques. Surtout, on est à Constantine, on a une chance inouïe. Oui, on a une chance extraordinaire de vivre dans un décor naturel qui est unique au monde. Donc là, on a cette chance. Peut-être à force d'y vivre et les jours passent, on ne s'en rend pas compte, mais quand on prend du recul, et quelle nostalgie pour ceux qui quittent le pays pendant quelques temps et reviennent, c'est extra, et ils redécouvrent la ville. Et mon ami Hassan, il sait très bien que le premier conseil qu'on donne à un photographe, quand il se déplace donc d'une région à l'autre,
et notamment d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre, c'est toujours de commencer par prendre les photos. Il ne faut pas dire, je vais visiter, faire une petite fiche technique et puis je reviendrai demain. Parce que le lendemain, Demain, c'est un autre jour. en plus, tu seras habitué au lieu et donc rien ne... Ce ne sera plus la même vision, ce sera plus la... Très bien. Quand le temps passe, l'image trépasse. Ah oui, c'est ça. Avec Dahcha, avec La découverte, la découverte. l'émotion vous fait prendre des Capter photos la extraordinaires. première impression là. Ah oui, avec Yallah. Alors, Hassan Chorfi, vous êtes artiste, mais aussi photographe. Moi, je connais l'artiste, mais aussi le photographe. Mais un salon de la photographie, qu'est-ce qui peut vous apporter encore, surtout à ces jeunes qui viennent exposer? Ouais, avant tout propos, je vous remercie pour l'invitation. Revenons au salon, donc il y aura plusieurs versions de salons. Il y a des salons qui sont un peu partout, mais il y a des salons qui ont des caractéristiques propres. Celui de Constantine, il a l'avantage comme tu disais tout à l'heure, le vécu de l'artiste dans un milieu, dans un décor naturel, dans un site. Constantine, c'est une ville séculaire. Donc le photographe, quand il est là, il participe. Donc avec ce qu'il a comme travail, comme présentation, et en même temps il partage le travail des autres. Donc c'est toujours bénéfique. Et qu'est-ce qui vous a attiré votre attention, par exemple, dans ce troisième salon? La diversité. Il y a beaucoup c'est le troisième, je crois, la troisième édition. Troisième, oui. Et les participants sont on est toujours émerveillés par ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient de Skikda rencontre un jeune de Dadrar, il y a une symbiose, il y a une magie qui se dégage. Et là, moi, je suis toujours perplexe. Je crois avoir vu des photos des photographes, mais là, quand un jeune vient avec un regard nouveau, c'est la première chose qu'il me fait, je suis émerveillé par ce qu'il fait. Donc tous les salons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà. Alors, on en parlait peut-être avant, parce qu'un salon de la photographie à l'ère du numérique où tout le monde peut prendre une photo. Je dis tout le monde, avec la qualité, avec peut-être aussi l'instinct. Je ne sais pas, on prend des photos pour divers objectifs. Pas l'objectif, à tout va. On prend des photos à tout va. Voilà, on prend des photos pour garder un souvenir, pour immortaliser un instant, mais maintenant, tout le monde est photographe. Justement, ça c'est la thématique du débat moderne autour de la photographie. Et les spécialistes, donc, à partir de ce mouvement donc, où tout le monde possède un appareil photo, et en plus, attention, avec le côté sophistiqué de la chose. Oui, les téléphones portables sont... Ah oui, maintenant, le téléphone portable était à 2 mégapixels, mais là, on est à 50 ou 60 mégapixels. Oui, tu as des marques de téléphone bien connues partout dans le monde, et là, quand tu as cet appareil photo, tu peux tout faire. Mais là, les spécialistes donc, font la différence entre deux choses. Donc, en anglais, on dit photography, donc la photographie, ce sont les photos prises par les appareils photo. Parce que dans les appareils photo, il y a 3 types. Il y a le PS, point and shoot, c'est les appareils photo simples, où le photographe n'intervient pas, ni sur l'ouverture du diaphragme, ni la vitesse, etc. Le deuxième type, c'est le bridge cameras, le bridge, c'est entre le petit et le sophistiqué. Et le troisième, c'est le DSLR, c'est le single lens reflex, c'est les appareils photo où on a les objectifs interchangeables. Professionnels. Et là, dans la différence, ces appareils photo, le capteur, il est à 3 sur 4 cm. Le capteur du téléphone, il est à 1 cm sur 1 cm. Et donc, quand tu prends la photo, elle est affichée sur un écran de téléphone, elle est impeccable. Mais quand tu prends cette photo sur un ordinateur, un mètre sur un mètre, et là, tu vas voir les pixels et tu vas voir les pertes sur la qualité de la couleur, etc. Parce que c'est pas le même. C'est vrai que la photo devient plus petite. Exactement. Et là, donc, ils font la différence entre les photos. Ils disent donc photography, et là, les photos prises par le portable, ça rentre pas dans la photographie. Ce sont taking images.
باللغة rebondir الإنجليزية. sur- Donc c'est Prise prendre d'images. des images où bon, il commence à évoluer un petit peu parce que quand tout le monde a des appareils photo, donc ils ont dit ben tiens, on va respecter un petit peu ce type. Ils ont fait donc des projets d'exposition collective, individuelle, etc. par le portable. Donc ils peuvent participer mais Dans une catégorie. dans des salons, des catégories bien précises. Mais ce qui est bien aussi dans l'idée que tout le monde possède un portable, un appareil photo, on a le nombre de photos, donc le résultat, c'est des millions de photos prises chaque jour. Et ça, c'est un patrimoine de l'humanité. Je pense que les bibliothèques du monde, les bibliothèques numériques, ont des milliards de photos Photographies, des numériques milliards d'instants. d'instants et tu as cette diversité de gens qui vont, parce qu'auparavant par exemple, des gens qui partaient au désert, des gens qui vont au pôle Nord, etc. Mais c'est très délicat de prendre un appareil photo où tu as la température de moins 50. Au désert c'est plus 40, 58 ou 60, et là il y avait des problèmes. Aujourd'hui ils n'ont pas de problème avec le nouveau matériel. Donc les gens peuvent voyager avec 5 portables, c'est facile. Ce qui crée cette dynamique, donc on a des photos, des moments extraordinaires, et en plus, je ne vais pas trop dans l'idée de la technique, mais le portable, c'est plus facile de prendre une photo, par exemple nocturne, avec un portable. Tu n'as besoin ni de trépied, ni de lumière, ni de rien du tout. Donc il peut prendre une photo, l'obscurité totale, mais Dans l'obscurité. nocturne, la Chose nuit. qui était pratiquement impossible. C'est qui était pratiquement impossible. Il fallait donc et là il y a le côté délicat parce qu'auparavant, tu prends une photo donc sur le cliché, tu sais pas ce que tu as pris, Ben, d'accord? on ne peut même pas vérifier. Tu vérifies rien du tout, ni la lumière, ni le sujet, ni bad. Tu vas développer donc ton cliché et là surprise, soit tu as un cliché donc impeccable, excellent ou un soit raté. tu as un truc raté. Voilà. Raté. Mais là, aujourd'hui, avec le portable, donc tu prends une photo, tu vérifies sur place si c'est bien, tu peux effacer aussi. Et là, ça donne la chance donc de prendre les photos comme on veut. Et c'est pour ça qu'on a les photos selfie, on a les gens prendre une pizza, etc. Et donc, Anna, je pense que c'est des moments magiques que l'humanité est en train de vivre avec l'immortalisation donc de ces moments De ces instants. sympathiques, humains. Et bon, des fois, ça dépasse. C'est des tranches de vie. Hein. C'est des Enfin, on tranches. oublie des fois que c'est des tranches de vie qu'on est en train d'immortaliser, qui sont oui. là et qui aimeraient. C'est pour ça. Moi, je dis, c'est vrai, que pour moi, il n'y a pas beaucoup de salons, peut-être pas assez, parce que. Vu la matière que l'on a, Hassan, je ne sais pas si de disserter sur ça, mais la matière que l'on a, les milliards de photos, il n'y a pas assez, on ne les voit pas assez. Voilà. Donc c'est pour cadrer ce que dit Abdeslam, il y a le côté technique, mais le côté humain, c'est la photo, c'est pas l'appareil photo qui prend la photo, parce que c'est le dilemme. Le commun des mortels pense que c'est avec un appareil photo sophistiqué qu'on a des photos De au bonnes contraire, photos, de belles photos. Donc, Absolument. Maintenant, avec les concepts qui existent, la photo de rue, la photo publicitaire, la photo sportive, la photo documentaire, il y a plein de... Donc ça fait que la photographie est un domaine très vaste. Et pour moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse vraiment dans la photographie, c'est la vision du photographe, pour ne pas dire l'artiste. C'est ça, on peut avoir par exemple des dizaines, sinon des centaines, pour ne pas dire des milliers de photos, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vision c'est l'œil qui a été derrière l'appareil photo. Donc il y a le photographe, l'appareil photo et le sujet. le regard. Absolument. Le regard de ce que veut. Parce que je crois que derrière l'objectif, il y a un objectif. C'est quand Sûrement. on en voilà. C'est Si bien je dit. peux C'est bien utiliser dit, ce. c'est bien dit, ouais. Oui, c'est qu'il y a un objectif. On ne prend pas une photo seulement pour prendre une photo. C'est qu'on veut montrer quelque chose. Voilà, donc c'est cette photo-là qui en dit long et qui conscrit le discours du photographe, de l'artiste, de l'acteur. Donc c'est un domaine où la photo, où la technique, plutôt l'œil prime sur la technique. Pour ne pas dire croire que c'est la technique qui prime, c'est une erreur. En ce qui me concerne, c'est plutôt l'artiste, la vision de l'artiste.
Là, c'est l'artiste qui parle. Parce que, Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais il faut totalement. Hassan Chauvet, d'abord, artiste et photographe. Plasticien, peintre, sculpteur, Plasticien, photographe. voilà. Plasticien. Plasticien. Ça permet d'englober pas mal de C'est vrai, j'ai oublié le côté. Voilà, c'est vrai qu'il y avait. Oui, bon, il y avait les On est toujours sculptures dans le aussi. domaine de la photo, de l'image, c'est-à-dire c'est de l'icône où l'artiste cherche. Bon, chercher, c'est un gros mot, c'est plutôt trouver. On ne cherche pas, comme disait Picasso, moi je ne cherche pas, je trouve. Donc trouver l'angle, l'ambiance, l'atmosphère qu'il faut pour prendre la photo qu'il faut. En fonction de ses préférences propres, de ses tendances, de ses buts, quand tu utilisais le sujet. Le sujet, comme on disait tout à l'heure. L'objectif. L'objectif, absolument. Donc il y a derrière toute photo, il y a un objectif. Et derrière toute photo, tout appareil photo, il y a un artiste, un photographe. Donc si on arrive à faire le bouquet de l'artiste, l'objectif et le matériel, ça fait que le but, la réussite réside dans ce subtil mélange. Et en plus. Si tu permets, pardon, ouais, je vous en prie. Juste pour rajouter un petit truc pour compléter le discours du photographe qui est derrière l'objectif. Ben, aujourd'hui, on a une tendance qu'on appelle, parce que bon, on a le mot photographie, mais on a la typographie donc du mot, le nouveau le concept, c'est les photographies, faux avec F-A-U-X. Donc ce sont les photos ratées. Le graphe Des photos ratées, photographiées. Des fois, on prend l'appareil photo, au lieu de prendre une scène, donc on appuie sur l'obturateur, et on a une photo d'un pied, par terre, un truc. Et là, ils font des expositions avec ces photos ratées. Donc c'est la nouvelle tendance. Pour vous, c'est un sujet d'exposition des photos ratées. Exactement. Et la photo floue. débat. La photo floue. Il y a un nouveau concept. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la photo, il y a l'idée de la préméditation, déjà, parce que elle vient de l'imaginaire collectif des photographes. Parce qu'auparavant, avec l'argentique, quand on voyage, on ne peut pas voyager avec 100 pellicules. Donc, et en plus, avec l'invention avec l'infrarouge, où tu passes les rayons X, etc., ça risquait d'abîmer donc, les pellicules. Les gens voyageaient avec peu de pellicules. Et là, tu as tendance à tourner autour d'un économiser d'abord, Un parce que studio, c'est exactement. Et surtout à composer la photo. Tout à fait. C'était presque une mise en scène et une œuvre d'art. Et parce que là, tu prends tout le temps et tu as la préméditation et tu as aussi le risque de perdre Absolument, c'est tes ce que je voulais clichés dire, ouais. à ne rien faire. Alors qu'aujourd'hui, donc tu as une carte Mémoire qui peut prendre des milliards. des milliards de photos. Des milliards de photos. En plus, auparavant, même la pile qui fait fonctionner donc, l'appareil, elle était, c'était un truc On était conditionné par précieux parce qu'on payait cher. Oui. Aujourd'hui, donc, il y a les batteries rechargeables. Donc, tout le monde prend des millions de photos sans perdre donc, de clichés, etc. Sans Et là, prendre de risque on a aussi. tendance Sans prendre de risque. Et sans risque, oui. préméditation. Il n'y a ni préméditation. Donc, tu as On s'en fout. un sujet, un petit sujet qui n'a aucune surprise, et là, tu peux prendre une centaine de photos. Tu vois, par exemple, les gens avec un sahn hummus, ils risquent de prendre une trentaine de photos du même plat. Pour en réussir une. Pour réussir. Bon. Là, on n'avait pas cette chance avec C'est vrai que les ratés deviennent un sujet. Ça, c'est très intéressant comme sujet d'exposition. Hein, parce que c'est quand on rate. Ça s'emboîte. Oui. L'un dans l'autre. Ouais. Mais avant, bon, ben, pourquoi? Moi, je dis avant, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y avait ce souci, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc le souci de réussir la photo était plus grand. On prenait du temps, on maquillait, on composait la photo, on mettait en place les gens, le sujet, et on rectifiait à vue d'œil. Et on prenait des photos. Ces photos sont des livres d'histoire. Ils nous ont permis d'abord d'immortaliser des patrimoines comme les costumes, comme ce que faisaient les artisans. À travers les photos, on peut reconstituer beaucoup de choses. La photo, elle immortalise. Ouais. Immortalise tout ce qui passe devant l'objectif est immortalisé. Bon, reste que l'intervenant, l'artiste, le photographe, c'est lui qui donne l'empreinte. On peut prendre des photographes, par exemple les photographes de rue.
chez les photographes de rue, c'est un monde infini. Il y a si vous connaissez, tout le monde connaît plutôt le cliché le baiser de l'hôtel de ville. Donc le photographe, il a pris comme ça, spontanément. Sauf que quand il rentre dans le champ d'intervention de l'artiste, là maintenant il donne toutes les dimensions qu'il veut, la profondeur qu'il veut. Reste maintenant, c'est pas la lumière, c'est pas Non, là c'est autre chose, c'est comme ça un livre tout ça, d'histoire, tout ça. puisque, bon, même certains architectes vous disent telle bâtisse est construite, tel tableau est fait de ça, telle mosaïque nous raconte ça, Voilà. et c'est grâce aux photos, ils peuvent même reconstituer avec l'intelligence artificielle qui vient, on en parlera juste après, mais restons dans la photo quand même, on a L'ère de beaucoup l'icône, nous sommes dans l'ère d'histoires de à l'icône. raconter dans la photo. Dans la photo, il y a une chose très importante. On revient toujours à cette phrase prononcée par Roland Barthes quand il a vu la photo d'un condamné à mort qu'on mène vers la guillotine. C'est une photo des années 40 et Roland Barthes devait écrire un livre sur la photographie intitulé donc Note, la chambre claire, note sur la photographie. Dans ce livre, il y a une photo où il y a l'anecdote est arrivée avant l'écriture du livre. Et donc Roland Barthes a vu cette photo d'un condamné à mort, la Roumanie ou là, les pays Ouais, de moi, l'Est, quelque part. comme mené vers la guillotine. Et il a prononcé une phrase assassine qui est restée dans les annales de la photographie et qui représente justement cette approche. Il a dit « Il est mort et il va mourir ». Donc le monsieur, il a été exécuté, donc réellement il est mort, mais sur la photo, on dit toujours il va mourir, il il n'est va pas se encore faire mort. guillotine. Transférer Oui. l'action. Donc la photo, elle a immortalisé le moment. Et c'est ça l'erreur que font certains photographes aujourd'hui avec les millions de photos prises par les portables, c'est que les gens ont tendance à faire deux erreurs. En prenant, il y a le selfie, donc c'est plus facile parce qu'auparavant, C'est un peu de narcissisme. hein, le selfie. C'est un peu de narcissisme. hein, Hassan. Photographie. tu n'as pas d'écran auparavant pour voir où On se voit. Là, les gens ont tendance à prendre 80% donc de selfie. Selfie, c'est quoi? C'est la tête, les épaules, etc. Là, c'est une photo perdue. Donc, on n'a pas l'environnement de la photo. On ne sait pas où est que je suis dans un Portrait hôtel. incertain. Portrait incertain. On n'a pas le lieu, on ne connaît pas. Donc, il peut être à Skikda, Naba, à Oran ou autre. Où est que je suis à Oran? Qu'est-ce qui prouve que tu es à Oran? Donc, l'arrière-plan. c'est un visage. هذا un et deux, il y a normalement donc madame qui a la possibilité de prendre des centaines de photos. Donc il faut prendre un selfie, mais se prendre en photo dans l'environnement Bah, bien pour sûr. que la photo puisse devenir archive. Et on a cette approche. Auparavant, on voyait quand on voit une photo. Et d'ailleurs, في المحاكم, في la On justice, décrypte, etc., non, mais on décrypte la photo, c'était ouais, c'est- un témoin d'une action, de quelque chose. Mais aujourd'hui, la photo n'est pas acceptée dans la justice. Oui, c'est vrai, ça. Parce que la photo est manipulable, etc. Justement, alors j'allais dire comment rester dans l'esprit, l'âme de la photographie, dans l'essence même de l'objectif de cette photo, avec les manipulations, d'abord des logiciels qui traficotent un peu tout, et aussi l'intelligence artificielle qui peut vous mettre, vous, dans un autre environnement sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Et ce qui est bien, C'est bien et pas bien. Allez. Il y a une chose très importante aujourd'hui, c'est que toute cette technologie, les gens qui ont inventé la technologie, donc ils ont toujours tendance à inventer deux technologies parallèles. Donc ils inventent le Photoshop pour tripoter un petit la photo, rajouter, mais tu as le logiciel de Photoshop où il y a une continuité dans la photo, manipulée avec 1000 fois dans des logiciels différents. Ouais. Il va te donner la photo d'origine, Originale. la première image, et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il te donne une image, une vidéo, un texte, etc. Oui, ça, c'est Mais tu extraordinaire. peux, la même intelligence artificielle, tu as des sites
des Oui, bien logiciels où tu peux authentifier le texte, l'image, il te dit c'est à 97%, à 100% IA. Et donc la technologie, elle est là justement Oui. pour démystifier, pour aller chercher, disons, la réalité dans le chaos Moi, j'aimerais entendre l'avis de de Hassan. production. Moi, je me perds à suivre Abdeslam, donc. Il est Ce qui rapide, me vient à Abdeslam, l'esprit allez. tout à l'heure, en parlant de photographes. Maintenant, on a besoin de logiciels pour manipuler les. Avant, en prenant le cas de Capa, par exemple, lui qui a fait la couverture de la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement, il a perdu pas mal de pellicules parce qu'il les a envoyés au studio d'origine et là, en manipulant les films, ils ont bousillé toute la collection. Donc, il reste quelques photos. C'est des photos floues du débarquement des soldats. Maintenant, on a besoin de logiciels pour magnifier des photos Rectifier et surtout et revenir vers le flou. restaurer. Donc, Ah, d'accord. Absolument. Donc, des photographies qui ont été considérées comme perdues reviennent à la mode et on a le chic de prendre une photo ratée pour une photo réussie, une photo d'expression et photo. Oui. Donc voilà. Le problème, c'est que c'est un dilemme. Est-ce qu'on se met avant ou après la technique de la photographie? Est-ce que c'est la manipulation qui fait le flou ou est-ce que c'est le flou qui a été engendré par une advertence ou d'une malencontreuse manipulation du film et de la photo? Donc voilà. Donc à peu près, ce qui se perd en technique se regagne en Ça expression. regarde en expression. Donc, ce n'est pas une menace. Parce que j'ai comme l'impression que cette intelligence artificielle nous fait peur. Elle peut prendre n'importe qui, le mettre en mouvement à travers une photo. Moi, ça me fait peur. Je ne sais pas si vous êtes aussi, Cela aussi dépend, craintif cela dépend que moi. du positionnement du consommateur. Parce que la photo, on ne la fait pas pour nous. On l'a fait, d'accord, mais pas pour nous tout à fait. Parce qu'on est appelé à proposer la photo à un public, comment on appelle ça, un public Bah oui, on prend une en photo télévisuel, Ouais. en spectateur, voilà. Donc le spectateur, il fait il transpose un petit peu son vécu, sa culture, sa civilisation. Une photo n'est pas prise de la même façon chez un Américain que chez un Européen ou un Africain ou un Asiatique. Donc la photo, elle existe, elle est là comme moyen d'expression, comme témoin d'une situation, d'une technique, en archéologie, la photographie, elle est incontournable. Au cinéma, par exemple. Partout, partout. Donc voilà, donc nous sommes dans l'ère de l'icône. C'est-à-dire sans icône, on est quelque part diminué. On n'arrive pas à faire passer toute la dimension de la photographie. Très Il y, bien. a, il y a aussi, Hassan, une chose très importante. Oui, bien sûr. Il y a cette perception un petit peu erronée de la chose parce qu'on n'a pas l'information. Donc les gens pensent que les photos sont devenues manipulables avec l'arrivée donc de l'IA, avec le numérique. Et c'est complètement faux. Les photos ont toujours été manipulées. Si on prend les exemples des photos de la Deuxième Guerre mondiale, donc l'approche, parce que bon, en Algérie par exemple, on lit beaucoup de livres en langue française. On connaît la Deuxième Guerre mondiale à partir de la lecture de ces livres. Mais si on commence à lire des livres écrits en russe, on a une autre approche de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que C'est une autre vision. qui a libéré l'Europe, pour nous, c'est les Américains. Alors que c'est complètement faux. Ceux qui sont entrés en premier à Berlin et qui ont planté le drapeau russe sur le Reichstag, ce sont les Russes. Soviétique. Les Américains sont venus après pour mettre leur drapeau. Est-ce que vous pouvez enlever? Et ils ont pris une photo. Là, si on voit les photos donc, de la Deuxième Guerre mondiale, on voit beaucoup de photos manipulées. Les photos, j'ai vu beaucoup de... Je me suis intéressé à certains moments à cette idée de manipulation. Et donc, à l'époque, il y avait l'argentique et les gens aussi, il y avait ce danger. Parce que quand le photographe possède le cliché, donc il a l'original, il peut manipuler et donc personne ne peut se rendre compte de ce qu'il avance. Et donc, les gens... L'exemple flagrant de la chose, c'est les révisionnistes c'est un courant de pensée moderne qui s'est intéressé aux images d'Auschwitz. Et donc, on a beaucoup d'images qui ont été manipulées. Des photos où tu as un soldat russe qui allait abattre
un citoyen polonais. Alors que- Et en qui plus, devient plus, après- l'armée russe avait le cliché, Original. Et l'autre courant, donc les Américains et leurs consorts, donc ils ont manipulé des photos, ils ont publié ces photos. Et là, j'ai un livre, fait les deux images, l'original, un des Russes, et les photos manipulées. Et donc, on a un autre monde, et beaucoup de photos ont été manipulées à ces moments-là, les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième. Ça, c'est l'importance de la photo. Enfin, les forces américaines, les forces occidentales, quand ils se partageaient, ils faisaient la course vers le but, vers la fin de la guerre entre Américains et Russes. Les Américains, avec un général que je ne citerai pas le nom, avaient son service photo, service caméra. Ils ne mettaient pas un pas dans un lieu sans que les caméramans et les photographes l'ont précédé. Donc ça fait que la guerre était beaucoup plus psychologique que militaire sur le sol. Oui, bien sûr. Et là, l'utilisation de la photo comme moyen de propagande. Là, on va s'arrêter. On en a écumé notre temps, mais juste alors, on va revenir juste un petit mot synthétisé sur ce salon, son importance et surtout le fait peut-être d'organiser d'autres salons de la photographie. Vous avez 1 minute chacun. Je pense que le plus important dans ce salon, c'est la diversité donc des thèmes, alors que tout était centré sur l'idée de la révolution, le patrimoine, mais là, chacun apporte son regard. Même le thème est très réduit, mais on a une certaine diversité. On a sur les images des enfants, des femmes, des vieillards, on a des écoles coraniques. On a eu de très belles photos, sincèrement. Oui. Ah oui, des images de l'école coranique à Adrar, une des femmes, les ruelles à la Kasbah à Alger, etc. Donc c'est l'idée de la diversité donc, et la richesse des thématiques. Et en plus, ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté technique. Donc ils ont utilisé des filtres, ils ont utilisé de petits effets sur les couleurs, parce qu'ils étaient conscients quand même que pendant la guerre, les photos n'étaient pas en couleur. Oui, bien sûr. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. La majorité, c'était des photos noir et blanc. Et là, je pense que intervenir de cette manière, c'est preuve de conscience et de confiance aussi dans l'idée d'aborder l'histoire à partir de l'appareil photo. Très bien, ça c'est bien dit. En ce qui me concerne, j'ai aller sur ce qui est pour moi important, c'est plutôt cette vision de jeunes qui n'ont pas connu la révolution et qui vivent sur un qui apporte le regard. Absolument. Ouais. Donc le but, c'est de donner l'occasion à ces jeunes de s'exprimer. Et chacun par son expérience, par les techniques qu'il maîtrise, parce que l'infographie plutôt était le maître mot de ces photographes, parce que c'est plus l'argentique qu'on manipule avec. Maintenant, c'est à outrance. Donc la photo vue par ces jeunes-là, pour moi, c'est un trésor. C'est un trésor inestimable. Parce que les salons, on va parler de salons de 2000, 2004, 2008, 2010, 2012. Ces salons-là, comment dirais-je, leur quantité, leur richesse de photos. Quand je dis photos, je dis la vision de chaque photographe, de chaque intervenant. Donc c'est ça le plus important, c'est le trésor que vont proposer ces jeunes au nouveau public. Eux, c'est les nouveaux visionnaires pour le nouveau public. Merci beaucoup Hassan Chorfi d'avoir fait le déplacement. Merci Abdeslam Likhlef. C'est un plaisir d'avoir passé un moment agréable et surtout parler de photographie. Oui, c'est une passion, mais on devrait peut-être organiser d'autres émissions produire sur la photographie. En tout cas, je vous remercie messieurs d'avoir fait le déplacement et de nous avoir parlé de ce 3e salon de la photographie. On va juste écouter une chanson. Je vais vous offrir quand même qui est devenue un culte, une chanson culte de la Révolution, c'est Tayar Asfala. Et chanté par qui? Par Bekek Shil Khiyar. Oh là. Yeah.
Tayara Safra est devenu vraiment une chanson culte, ça fait l'objet d'un film, et un film qui est en train de rafler des prix 2 ans après sa sortie, et grâce à Hajar Sabata, que l'on salue au passage, la cinéaste qui a mis en image, qui a fait très beau film, Tayara Safra qui fait partie de notre patrimoine. On va rester un peu dans l'ambiance de l'écriture et de la poésie, parce que les chansons, c'est aussi des poèmes. Et j'ai le plaisir de recevoir Douadi Boussela. Marhaba bik, merci. Voilà, merci pour l'invitation. Non, mais c'est moi qui vous remercie, parce que à chaque fois, vous vous déplacez d'El Guerrem jusqu'ici, pour promouvoir la culture. Et oui, et vous êtes l'un des promoteurs de cette poésie que l'on adore tant. Alors, je sais que la poésie vous inspire. Bien sûr, c'est tout le temps. Un rituel permanent pour moi. Et les occasions vous inspirent aussi. Bien sûr. La révolution est un thème. Fédérateur, je pense. Qu'il faut aborder, bien sûr. Inspire surtout notre génération qui a vécu en tant que. Ben oui, j'étais enfant. Même étant des bébés, mais on a vécu l'horreur. Justement, à cet événement, je salue, je rends hommage aux glorieux martyrs Chouhada. Alors, je vais présenter un. Bien sûr, vous ne venez jamais les mains vides, vous avez toujours un poème qui nous rappelle cette période glorieuse de notre patrie. Très bien. Alors, vous nous avez ramené un poème spécialement. Spécialement. Intitulé Le petit indigène. Le petit indigène. Petit indigène. L'automne nous berce dans une grâce éphémère. Pour abuser du temps, au beau il séparait les feuilles parsemées pourprées ou mordorées, des journées fraîches et parfois fadasses amères. Vois-tu ce décor trompe l'œil peu modéré, le chant de la pluie et l'odeur de la terre, le bruit sourd et le grondement du tonnerre. Dans ce gouffre de 16 ans, je suis naquis. Le mois d'octobre qui un jour m'a vu naître, drapé dans un lit de misère en pleine guerre, baptisé petit indigène comme mes frères, balancé dans les ombres parmi les êtres. L'indigence fatale a volé notre enfance, bien que souffrance nous étions bien forgés, insouciants des malheurs face à tous les dangers, qui comme nos aînés face à la belligérance. Sous domination, la lutte est à outrance, le malheur d'un peuple frappé dans son destin, vivant le dénuement, la misère et la faim. Hormis la liberté, le reste n'a aucun sens. Merci beaucoup, Douadi Boussela, pour ce poème. C'est vrai que le poète, l'écrivain vit de son moment. Alors, moi, ce que j'ai aimé chez vous, d'abord, pas le dernier, on a vu tout à l'heure la couverture de votre dernier livre, Milana, qui est de Mila Milana. De Mila à Miliana. De Mila à Miliana, le titre c'est Milana. Milana, entre Mila et Miliana, voilà, j'ai compris. Mila et Milana, justement, c'est l'histoire. C'est un titre qui contient 2 notes de musique. Ah, d'accord. Mi et La. Mi et La pour Mila et Mi pour Miliana. Très bien. J'étais un de ces jours, j'étais à Miliana, au service national. C'est une ville merveilleuse qui m'a beaucoup inspiré. Alors que Mila, c'est ma ville natale. Bien sûr, j'ai écrit un roman qui inspiré du grand penseur Ibn Hazm qui glorifiait l'amour. Alors j'ai fait... c'est une histoire d'amour. Un jumelage entre 2 villes à travers une histoire d'amour qui s'est déroulée d'un jeune de Mila et une jeune fille de Miliana. Et c'est bien de raconter la romance, bien sûr. Oui, ces deux jeunes se sont retrouvés à la fac ils ont essayé de retrouver leurs ancêtres. Très bien.
ils se sont rendus compte que leurs ancêtres étaient des Andalous, c'est-à-dire rescapés d'Andalousie. Ils reviennent à leurs origines. Voilà. Revivre ces instants de leurs ancêtres pour évoquer ces instants. Alors, la jeune Zohra, justement, c'est le père qui a voulu, le père de Zohra, c'est lui qui a voulu, c'est Qaddour. D'accord, vous l'avez appelé, le héros s'appelle Qaddour. Alors, c'est Qaddour, s'est rendu compte que cette histoire, c'est très intéressant. Ils ont invité à Miliana pour vivre la fête des cerises. Alors, la relation s'est consolidée. Et c'est comme ça. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand même deux villes, Mila et Miliana, deux bastions de la musique andalouse. Bien sûr, justement. Et vous choisissez Mi et La, deux notes de musique. De musique, oui, et justement, c'est pour évoquer l'histoire des deux villes. Mila, une ville qui sont des bastions de la musique engendrée dans l'histoire. C'est une des bases arrières de Constantine avec Rassikada et Choulou, alors que Miliana aussi était, on dirait, c'est la première daïra de la wilaya d'Alger. C'est une grande, le temps des Ottomans, elle était un renfort, justement, un moment pour les Ottomans. Ils ont... Non, mais là, l'importance de Miliana, c'est une vieille ville, qui a une tradition, ville historique. Voilà, comme Mila. Comme Mila. Et faire la jonction, moi je vous ai dit, c'est extraordinaire. La jonction, voilà, c'est ça. Fallait la peine. Même la toponymie, c'est-à-dire le nom Mila et Miliana. C'est vrai que c'est assez proche. Et moi je suis de Siliana. Ça fait une autre note de musique qui est ici. Qui est ici, Siliana. Donc, on parle de musique, là, mais on parle de littérature. C'est vrai que la littérature, la poésie plutôt. Bien sûr. Mais là, vous avez l'habitude d'écrire des poèmes. Là, vous avez choisi la romance, et c'est votre deuxième roman. Deuxième roman, oui. Alors, le premier roman, moi, m'est resté dans la mémoire. C'est De Ville un destin, c'est pour un jeune Palestinien qui était... vous savez, moi, j'arrive toujours pas comment vous avez été prémonitoire. Parce qu'il faut dire, il faut raconter l'histoire de ce livre quand même. Hein. Et l'histoire d'un jeune Palestinien qui a vécu, c'est ce qu'on a vu, les horreurs de Gaza ces derniers temps. Depuis le 7 octobre. C'est horrible. Alors, le 7 octobre, c'est un déclenchement vraiment... Mais votre livre, votre roman, la destinée de ce jeune Palestinien, vous l'avez écrit avant? Oui, avant, en 2022. En 2022, la guerre s'est déclenchée en 2023. Donc, c'est une prémonition. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... c'est ça, je ne sais pas. C'est une inspiration. Mais comment vous vient l'idée d'écrire, par exemple, je ne sais pas, l'histoire d'un Palestinien et juste une année avant le déclenchement de ce qui s'est passé au mois d'octobre. Justement, c'est inexplicable. Inexplicable, c'est une coïncidence, c'est une inspiration, je ne sais pas. L'essentiel, les faits sont là. Pour le roman Milana, c'est autre chose. C'est autre chose. J'allais dire que ce sont deux styles différents. Je voulais dire que dans ce roman, j'ai évoqué la musique andalouse parce qu'un de ces rescapés d'Andalousie, qui est Sid Omar, il s'est installé à Alger, venant de Tlemcen, puisque les trois rescapés se sont convertis en commerçants, puisqu'ils ont ramené une opulence. Alors, ils se sont convertis en commerçants, puis ils se sont ralliés avec les Ottomans pour défendre les villes côtières. Ils sont un à Tlemcen, un à Alger et l'autre à Gigel. Ensuite, celui de Gigel, il est venu à Mila. Comment est-il venu? Parce qu'il y a des exodes ruraux pendant des siècles entre Gigel et Mila. Et Constantine. C'est la vallée entre de Wad el-Kbir qui mène de Gigel vers Mila et de Wad el-Rimel vers Constantine.
Ouais, suivre la trace de l'eau, je crois. Une sorte de trafic, un troc, le troc. Les commerçants se déplacent sur cette voie maritime, on peut dire maritime, on peut dire maritime, qui pour des échanges. D'un autre côté, il y a les graines, il y a le blé, les légumineuses, tout ce qu'on peut échanger. Et d'autre part, il y a l'huile d'olive, les légumes, etc. Et c'est les échanges commerciaux qui se font à travers ces... Et à travers ces échanges commerciaux, il y a les échanges. Et là, vous racontez toute l'histoire. Alors, ce monsieur Khattab s'est déplacé durant la guerre de libération sur incitation de la Hélène, puisqu'il est visé, parce qu'il était un guérisseur, c'est un homme qui a un statut social. Alors, tout le monde se dirigeait vers lui, vu l'ignorance qui règne bien sûr, en plus, siècles. Lui, il est guérisseur. L'Algérie a subi plusieurs invasions. Là, vous racontez tout ça dans ce roman qui raconte... alors que M. Khattab s'est déplacé, il est sur ordre de la Hélène de changer de camp. Pour continuer son travail, il s'est rendu à Mila. À Mila, puisque Mila, c'est une ville forteresse. Déjà, il y a le mur byzantin, il y a la vieille ville, il y a Ain el-Bled. C'est une ville en pleine activité. En plus, vous avez encore cette particularité d'avoir la plus ancienne fontaine romaine en activité en Afrique du Nord. Elle est toujours là, Ain el-Bled. Il y a une anecdote à Mila qui a répondu à Mila. Il disait que celui qui buvait de Ain el-Bled doit revenir. Bon, là, c'est toutes les fontaines, on dit la même chose pour Ain Fouara. Mais c'est vrai qu'il avait cette particularité d'Ain el-Bled, c'est qu'en hiver, et en été, elle est fraîche. C'est la qualité des sources thermales, des sources qui se trouvent dans la région. Oui. Alors, raconter Mila et Miliana à travers les musiques, à travers le troc, à travers le commerce, à travers les histoires et tout ça autour d'une histoire d'amour entre deux jeunes Algériens. Des jeunes, et la fin, bien sûr, c'est... Et un happy end, moi, j'espère, une bonne fin. Une bonne fin, une très belle fin. Ben oui, c'est vrai que maintenant les romans... Bien que Sikdor est mort... à l'issue d'une opération médicale. Alors, mais sa femme, c'est parce que Sikdor vivait dans une ferme, parce qu'il était riche, il a acheté une ferme, une grande ferme. Alors, il se régale, tout le monde le respecte. Une fois il est mort, c'est normal, c'est un peu l'être humain. Vous racontez un peu, ça c'est des tribulations. C'est le social, c'est ce que c'est le vécu. C'est le vécu. Et quand est-ce qu'on va voir le livre? Bien sûr, une fois... on n'a vu que la couverture. Je l'aurai bientôt à travers mes amis en France. J'ai un ami en France. Très bien. Alors, ça, c'est votre deuxième roman? C'est le dernier. C'est nouveau Paris. Il est le 2 novembre, je crois. Je sais que c'est récent. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que c'est votre dernier livre, Miliana, que j'espère, il va être... Justement, la chroniqueuse Adila Katia avait déjà fait, sur le soir, a déjà fait un article. J'ai lu, c'est vrai, j'ai lu dans un quotidien sur votre livre, même s'il n'est pas encore sorti déjà de l'ultime critique. Parce que Adila Katia, déjà, elle-même, elle est écrivaine, elle est chroniqueuse le soir, elle est nominée la journée du manuscrit, elle a eu le premier prix, témoignage. Peut-être que vous auriez dû vous déplacer au SILA, non? Pas encore. Chaque année, je me déplace. Cette fois-ci, non, j'ai eu un approchement peut-être. Mais en principe, j'irai parce que nous avons contribué à un livre collectif mené par M. Aner Serzki pour M. Mourad Ait Ahmed qui a eu un AVC. C'est un artiste qui a eu un AVC. Alors on a contribué pour lui. Chacun avec des écrits pour lui. Plus de
20 auteurs, plus de 20 auteurs qui ont contribué à ce. Alors, il est vendu aussi là. Normalement, je serai là. Mais Inch'Allah. heureusement, j'ai un empêchement. Un empêchement. Je ne peux pas. معليش, mais le fait est que vous avez contribué pour. Oui. Douadi, ben, on arrive en fin d'émission. Si, je sais pas, moi, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous avez un autre poème? Non, Oui, pas. si. Ah, d'accord, non. J'ai vu un autre poème. C'est pour inciter les gens, Les gens à lire. à lire, oui. Et c'est bien de. Je vous laisse une minute. Ça sera pour ponctuer. Si un jour, je l'ai intitulé Si un jour. Si un jour l'angoisse te montrera ses griffes, te retrouvant esselé face à l'anxiété, en vain, quoi que tu fasses, la joie passe à côté, excepté un petit rêve comme un frêle esquif. Une belle embarcation vers d'autres horizons, comme l'oiseau migrateur allant vers le mystère, ou comme l'albatros, vaste oiseau de mer, qui comme la cigogne sur les toits des maisons. Songez à des moments de bonheur d'un voyage, se promenant, allant jusqu'au bout de ses rêves, savourant la vie à chaque soleil qui se lève, découvrant les beaux sites et les belles images. Une pérégrination à travers la lecture, vivre les séquences d'une histoire romantique, partageant les émotions des moments oniriques sans être influencés par la nature. Merci beaucoup, Douadi Boussela, écrivain, poète. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous n'avez pas pu vous rendre au Salon international du livre, mais vous êtes venu. Je vous remercie pour ça. C'est tout près, c'est pas grave. Merci beaucoup, Douadi. J'espère vous retrouver, Inch'Allah, pour d'autres productions littéraires. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans ce Bonjour d'Algérie qui prend fin. Voilà, nous arrivons en fin d'émission. Encore une fois, dans ce studio, j'en tiens à remercier notre partenaire, l'ANEP, qui a sponsorisé ce décor, ce nouveau décor. J'espère qu'il vous a plu. Bien, voilà. On arrive à la fin. Je vais remercier l'équipe technique, toute l'équipe de la station régionale de Constantine, le réalisateur Nabil Yagoubi, mais aussi tous les amis du studio de la station régionale de Constantine. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de semaine et j'espère vous retrouver mardi prochain pour notre Bonjour d'Algérie. D'ici là, eh bien, passez d'agréables moments sur Canal.